l'idée avancée ici, c'est que en fait la Super Nintendo, c'est pas la console d'une ère dorée que tout le monde se souvient de manière nostalgique. C'est en fait quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand j'ai commencé à plancher sur la proposition là, dans le comment je dirais ça, dans l'esprit des gamers qui étaient là à l'époque, la Super Nintendo, c'est un peu une des consoles chouchou. Comme tu dis, on met ça, on identifie un âge d'or, puis on dit la Super Nintendo c'était l'âge d'or. Il y avait des super bons jeux là-dessus, Final Fantasy, Zelda, Link to the Past, Super Metroid, Teenage Mutant Ninja Turtles. Là, on nomme Super Mario World, on nomme tous les grands jeux des années 90, puis on dit que c'était une super console, la meilleure console de tous les temps. Elle sort régulièrement dans les palmarès des meilleures consoles de tous les temps, souvent en numéro 1 d'ailleurs. Et puis, tout ça, je comprends d'où ça vient, mais je voulais dire, oui, mais en fait, ce que la Super Nintendo pose comme question, c'est qu'est-ce que c'est une plateforme pour les différentes personnes, instances, groupes qui participent à l'écosystème du jeu vidéo. Parce que si c'était effectivement la meilleure console de tous les temps, puis un âge d'or, puis le lieu dans lequel Nintendo s'est illustré, s'est démarqué, puis a vraiment fourni les meilleurs jeux de tous les temps, comment expliquer que Nintendo part d'une domination complète du marché nord-américain et du marché japonais d'ailleurs, à l'époque de la NES, jusqu'à fin de la NES, la Super NES arrive, puis là, à la fin de la vie de la Super NES, Nintendo se retrouve marginalisé pour finir 3e derrière un nouvel entrant dans le marché, Sony, qui est arrivé avec la PlayStation, qui a tout raflé. Comment expliquer qu'on est parti du spot numéro 1 incontestable, puis qu'on se retrouve en numéro 3 derrière nos anciens concurrents, puis un nouveau venu? Il y avait quelque chose là qui s'expliquait pas simplement en disant que hey, Sony, ils sont arrivés avec une console PlayStation, il y avait des CD-ROM, c'était meilleur. Fin. Non, c'est pas suffisant. Là. C'est pas comme ça qu'on défait un empire. Donc, c'était une question que je me posais. Puis donc, l'argument que j'amène, c'est qu'en fait, la Super NES, ce que les gens apprécient de la Super NES, c'est les jeux qui sont offerts. Puis les jeux étaient d'excellente qualité, puis ils sont salués comme les meilleurs jeux de tous les temps. Mais paradoxalement, pour Nintendo, dans son écosystème à l'interne, en privé derrière les portes closes du marché et du commerce, c'était une console dans laquelle son pouvoir s'était frité tranquillement. Et donc, ça, c'était une suggestion de Nick Montfort, l'éditeur justement de la série Platform Studies. Après avoir lu la première version de mon manuscrit, il disait, tu sais quoi, quand je te lis, moi j'ai l'impression que l'époque de la Super NES, c'est comme un âge d'argent et non pas un âge d'or. Tu sais, on a l'âge d'or où est-ce que là, l'Empire prend toute son expansion, puis baigne dans la lumière divine, prospérité pour tout le monde, machin. Puis après ça, on a un âge d'argent où est-ce que là, c'est la tranquillité, les affaires suivent leur cours tranquillement, puis il n'y a pas de grands remous, puis de grands soulèvements. Tu sais. On fait juste voguer à la surface, puis les choses vont bien. Et puis là, c'est devenu la métaphore, dans le fond, qui se retrouve en partie dans le titre du livre, là, avec l'idée de silverware. C'est vraiment une métaphore productive là, qui m'est venue à l'esprit en pensant au matériel de la Super Nintendo, non pas comme du hardware, c'est-à-dire de la quincaillerie, mais comme une forme particulière de hardware que j'ai baptisé du silverware, c'est de l'argenterie. L'idée de l'argenterie, c'est que tu as des petites fourchettes fancy, des petites cuillères à café, différentes de la petite cuillère à thé, différentes de la cuillère à soupe, tout ça, puis c'est ornemental, c'est très beau, c'est pas plus fonctionnel nécessairement, puis ça demande beaucoup de compétences, là, ça te prend un domestique là, formé pour entretenir l'argent, pour le frotter, pour éliminer la patine, puis tout ça. Fait que ça cristallisait beaucoup des idées autour de la Super Nintendo, que c'est une console qui faisait en fait essentiellement la même chose que la console précédente, mais avec des graphismes plus beaux, avec des choses superficiellement plus belles, mais qui restaient très conservatrices. Et puis donc, la Super Nintendo, c'est pas un gros lieu d'innovation et tout ça, c'est un lieu dans lequel on raffine les formules. Quand on est un développeur de jeux vidéo qui a beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, puis qu'on peut investir beaucoup, bien là, on peut se payer la grande production et on peut faire partie du club là, des gens qui faisons des grands jeux et des grands succès commerciaux. Mais que c'est vraiment donc c'est une console qui a sa part d'ombre, si je peux dire. On se le cachera pas, Nintendo Power, c'est l'organe de propagande de la corporation Nintendo. Ouais, exact. Puis ça, il y a eu des précédents. Atari avait aussi Atari Age, qui était une infolettre d'Atari qui était distribuée un peu partout. Fait que là-dessus, c'est pas nouveau. Sauf que chez Nintendo, le public, c'était des jeunes garçons.
Puis ça aussi, c'est important. Avant Nintendo, on a souvent tendance à croire que les jeux vidéo, c'est l'affaire des petits gars. Mais avant Nintendo, c'était pas le cas. Avant Nintendo, chez Atari, tu regardes des publicités à la télé, tu regardes l'infolettre qui est distribuée par Atari, parle des nouveaux tournois qui ont lieu au Brésil, puis à Hong Kong, puis que, tu sais, l'action d'Atari a pris de la valeur, puis tout ça. Puis tu dis, crime, c'est pas fait pour des petits garçons, ça. Puis tu regardes les publicités, c'est la famille autour de la télé, c'est le père de famille qui va s'acheter une console Atari et tout ça. Fait que le jeu vidéo était vraiment comme les jeux d'arcade pour la société en général, peut-être plus un peu les jeunes, tu sais, les gens un petit peu techno et tout ça, mais c'était pas pour les enfants. Et puis quand Nintendo est arrivé en Amérique, eux, ce qu'ils ont dit, c'est que ils vendaient une console de jeux vidéo qui était pas juste pour jouer à des jeux vidéo, c'était un objet de divertissement à la maison. T'sais. Fait que ils ont ciblé le marché puis ils ont ciblé les détaillants de jouets aussi. Avant, les consoles de jeux vidéo se vendaient dans les magasins à rayons, genre Sears, Eaton, Labé, tout ça. Et puis ça se vendait dans le rayon des articles de sport. Et puis quand Nintendo sont arrivés, là, les consoles de jeux vidéo ont commencé à être mises en marché comme jouets. Nintendo fabriquait des jouets, donc c'était l'extension de leur marché. Puis au Japon, c'est comme ça que c'était distribué. Donc ils sont arrivés en Amérique et ils ont commencé à les vendre chez Toys R Us et d'autres chaînes comme ça. Et puis ces chaînes-là, évidemment, le marché du jouet, c'est très genré. Ça aussi, c'est assez récent dans l'histoire. Pendant une longue période de temps, avant que le capitalisme sauvage ne s'en empare, les jouets étaient assez unisexes, puis il n'y avait pas trop de problème avec ça. Mais évidemment, à un moment donné, les fabricants de jouets se sont dit, mais si on fait des jouets pour garçons et des jouets pour filles, ça va permettre qu'on va en vendre plus, parce que les parents ne pourront pas donner les jouets de la grande sœur au petit frère après, parce que ça va être des jouets de filles, puis ça prend des jouets de gars, tu sais. Fait que le jeu vidéo est rentré dans cette logique-là très binaire, et puis c'est bon, ben on vend tout ça dans le rayon des garçons ou dans le rayon des filles, ben on vend ça dans le rayon des garçons. Fait que le jeu vidéo est devenu pour les garçons, spécifiquement pour les garçons de 8 à 14 ans, qui n'avaient pas connu l'Atari et qui étaient sensibles, disons, aux petits personnages cartoonesques. Et ça, c'est venu avec les restrictions. Donc, Nintendo a fait de la censure de manière très proactive dans ses jeux et dans les jeux des développeurs tierce parties. Quand ils transféraient un jeu du Japon aux États-Unis, ils devaient enlever tout symbole religieux, même des croix sur des pierres tombales. Par exemple, dans un cimetière, la croix, c'est un symbole chrétien, pas de croix. Toute référence à l'alcool, la drogue, le tabac, le sexe, etc. Tout ça était proscrit, pas le droit de montrer ça dans un jeu Nintendo. Et si vous lisez les livres d'instruction de l'époque, les personnes qui meurent, on est battu, on a des chances ou des essais. C'est bien rare qu'on rencontre, t'as des vies puis tu meurs. Là, c'est comme wow. Un ouvrage récent de mon collègue Jaroslav Švelk, qui est en Tchéquie, Gaming the Iron Curtain, donc voilà, son pays était derrière le rideau de fer à l'époque de la guerre froide, sous contrôle communiste. Le jeu vidéo est interdit dans ce pays-là, comme dans plusieurs pays de l'époque, et donc il fallait importer illégalement des consoles ou des ordinateurs. Et donc, le potentiel de hacking et surtout le potentiel de résistance, c'est vraiment incarné dans cette histoire-là et c'est fascinant. Donc, ils ont hacké, ils ont été dans d'autres pays, donc au Royaume-Uni notamment, ils ont pris un ordinateur qui s'appelle le ZX Spectrum, qui est un tout petit ordinateur, pas très puissant, mais comme il est tout petit, il pouvait s'insérer facilement dans une boîte de chocolat. Et il pouvait être ramené, alors les gens pouvaient passer la frontière sans que ce matériel illégal soit repéré. Et là, on est bien avant l'Internet, là, on est vraiment au tournant au début des années 80. Ça a permis à plein de jeunes gens dans ce pays-là de coder et de faire des jeux pour critiquer le pouvoir totalitaire en place. Et aujourd'hui, c'est connu, mais à l'époque, c'était complètement invisible. Pourquoi? Parce que l'État totalitaire avait mis en place un appareil de surveillance, donc de propagande de son idéologie, bien sûr, mais aussi de surveillance des dissidents et des hackers de ce monde. Et
ils avaient un programme de surveillance pour le cinéma, pour la presse, pour tout type d'expression, sauf l'expression qui n'existait pas officiellement dans le pays, l'informatique et le jeu vidéo. Il n'y avait pas de machine, donc c'était pas vendu, donc en théorie, personne ne pouvait utiliser ces outils-là pour créer quoi que ce soit, un message anti-gouvernemental. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont importé illégalement la ZX Spectrum, ils ont créé une culture hobbyiste de développement de jeux, et ils se copiaient les jeux. C'était très facile à l'époque de copier les jeux. Les jeux, plusieurs jeux, et c'est ce que Yaroslav met de l'avant dans son ouvrage, plusieurs jeux avaient une valeur critique, dénonçaient la propagande du gouvernement. Et le gouvernement était complètement dupe de ça parce qu'ils pensaient qu'ils avaient réussi à stopper cette culture ludique de se déployer dans leur pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce pays de l'ancien bloc soviétique, communiste, pardon, il y a le jeu vidéo est le morceau de culture le plus édifiant pour les gens qui se sont émancipés de ce système totalitaire-là. Et c'est pas rien, là. Je suis en train de dire que c'est pas le grand art, c'est pas un grand génie artistique dans des médias bien connus qui ont réussi à créer cette émancipation-là. C'est des jeunes hackers qui ont volé une technologie qui émerge dans un contexte militaire, qui a été employée par l'armée. Voilà. C'est un moment très édifiant de l'histoire du jeu vidéo, méconnu, mais qui maintenant, grâce à Yaroslav, est de plus en plus connu. Et Yaroslav a été plus loin. Actuellement, il a recréé certains des jeux pour les rendre accessibles sur les plateformes modernes. Et donc, dans les musées tchèques, pour des générations à venir, comme moment de bravoure, de résistance face à l'aberration et au contrôle totalitaire d'une culture militariste de facto, il y aura le jeu vidéo. Une couple de pistes que j'aimerais comme investiguer dans ce que tu dis, mais une affaire que peut-être une légère parenthèse, c'est quand tu dis que les traités qui ont été négociés dans les années 70, ça joue un tour, entre guillemets, parce que les montants payés par le gouvernement sont plus hauts que si ça avait été signé genre dans les années 1900. Ce qui est comme ça me fait penser à quelque chose que tu as dit aussi dans une de tes conférences où les traités négociés pour les terres, etc., c'est pour des peanuts, en fait. Puis il y a personne vraiment, genre, qui est comme tout à fait d'accord avec ça. C'est pas quelque chose qui est comme « Ah ouais, cool, hein, donnez-nous genre 3 piastres pour notre territoire. » Puis c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Non, puis c'est intéressant, c'est intéressant que tu amènes ce point-là, parce que moi, j'en fais un certain cheval de bataille. Justement, on parlait tantôt de Montréal, territoire non cédé, autochtone, là, ce qu'on rajoute, la question du territoire non cédé, pour moi, est un petit peu problématique, d'une certaine façon, parce que si on dit qu'un territoire est non cédé, c'est implicitement, en tout cas en français ou même en anglais, ça veut dire qu'à quelque part, il existe des territoires cédés. Puis, si tu reconnais qu'il y a des territoires cédés, c'est que tu reconnais que d'une certaine façon, les traités numérotés ont été négociés en toute connaissance de cause, en toute bonne foi, et ont été justement payés. Puis pour moi, il y a les territoires des différentes nations, puis c'est pas une question de céder ou pas céder, c'est les territoires des nations. Il y en a qui ont des traités à cause de des circonstances historiques X, puis il y en a d'autres qui en ont pas. Mais je pense pas qu'il y ait une hiérarchie dans les territoires des Premières Nations, parce que justement, comme tu le mentionnais, quand tu vas voir les recueils de témoignages des anciens, de ceux qui ont cédé les territoires, qui ont signé les traités numérotés, par exemple,
dans leur culture orale, dans leur tradition orale, ils disent tout le temps, nous, on faisait un partage. On acceptait que les colons viennent parce que on avait eu des ententes dans la traite des fourrures, tout ça, puis on voyait que le monde changeait, que c'était un monde en changement. Donc on acceptait qu'ils viennent, qu'on les aiderait, puis qu'ils nous aideraient. Puis tu sais, jamais... Puis de toute façon, comment tu voudrais qu'on aurait cédé le territoire quand que ce territoire-là, on en est les gardiens, on en est responsable, mais tu sais, on a... Puis là, c'est là qu'on rentre en conflit avec les différentes conceptions de la propriété. On dit, les Premières Nations, ils n'ont pas de conception de la propriété. C'est pas vrai. Ils en ont des différentes conceptions de la propriété qui n'est pas celle d'un notaire avec un acte notarié qui dit que de telle borne à telle borne à telle borne à telle borne, ça appartient à telle personne. C'est différent. Mais il y avait quand même la terre. Le territoire était important et c'était pas n'importe qui pouvait aller sur n'importe quel territoire. Par exemple, chez les Wendat, il y avait des lignes de commerce, des routes de commerce, puis une personne qui ouvrait pour la première fois une route de commerce, c'était comme lui qui ne possédait pas au sens notarié, mais les autres, il fallait qu'ils respectent que c'était lui qui l'avait, puis son clan qui l'avait ouvert pour les autres, puis que ça permettait au reste de la nation d'en bénéficier. La même chose avec les territoires de trappe, il y avait ça appartenait à un maître de trappe, mais pas territoire, mais tu sais, puis si t'allais pas prendre des castors sur le territoire de trappe d'une autre famille, d'un autre clan, ça n'aurait pas été bien vu. Mais si t'étais mal pris, puis tu passais, ben, tu pouvais manger des perdrix, tu pouvais vivre, là, c'était pas une question de vie ou de mort. Mais il fallait que tu reconnaisses quand même, puis tu allais compenser le maître de trappe. Donc, tu sais, tout cet aspect-là, c'est un débat qui, tu sais, c'est un peu comme la question quand les Européens qualifiaient de la terra nullius, puis qualifiaient les Premières Nations de nomades, etc., dans la conception européenne, nomade, c'est comme un animal qui se déplace au gré des saisons et des vents et de la pousse des autres animaux. C'était pas ça, le mode de vie. Le mode de vie, les gens allaient dans les territoires l'hiver en famille élargie, et revenaient ensemble l'été avec les autres membres des différents clans pour former le village, la communauté, pour procéder à des mariages, pour procéder à des fêtes, des partages, etc., pour des raisons spirituelles. C'était un peu comme... si t'avais deux maisons, là, c'était pas... mais il y avait une logique, tout ça. En tout cas, bref, c'est ça, tout ça pour dire que les différents traités qui ont été... l'incompréhension linguistique, c'était impossible de... On parlait de conception différente de la propriété, tout ça, fait que, tu sais, j'ai juste s'imaginer que c'était possible pour quelqu'un qui baragouinait un petit peu du cri au-delà du bouet, un curé, d'être capable d'expliquer tous les tenants et aboutissants de ce que ça allait impliquer un traité, puis que là, ils allaient mettre leur signature en toute connaissance de cause. Pour moi, c'est inimaginable. Puis même si ça avait été imaginable, on sait maintenant pertinemment, c'est documenté, que les commissaires qui étaient responsables de négocier les traités et de voyager là, dans les communautés, et ils promettaient un petit peu n'importe quoi de l'ajouter dans le traité quand il allait être de retour à Ottawa, alors que le traité était déjà écrit, puis imprimé, puis il manquait juste les signatures, puis il était hors de question de rajouter des choses. Fait que, tu sais, pour moi, c'est... Puis, il y a le docteur, le professeur John Long, qui a travaillé beaucoup sur le traité neuf, qui a documenté ça d'une façon assez importante. Puis, il y a d'ailleurs Madame Benakis, Madame Alanis Obomsawin, qui a fait plusieurs films, qui a fait un film là-dessus, là, ça s'appelle Trick or Treaty. Puis, le titre veut tout dire, mais c'est bien documenté à quel point
c'est une espèce de fraude, toute cette affaire-là, de consentement libre et éclairé dans la signature des traités numérotés. Ben ouais, de toute façon, tu sais, comme quelqu'un qui va venir exploiter les ressources minières, tu sais, va bien vouloir cacher comme le réel prix de cette ressource-là, tu sais, parce que lui, il veut faire comme le maximum d'argent, puis il peut exploiter comme facilement des gens qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce que ça implique l'industrie comme dans sa force écrasante, là. Mais non, puis aujourd'hui, ben tu sais, c'est sûr que on est plus à armes égales au niveau juridique, linguistique et autres. Et que c'est sûr que les ententes qui sont signées aujourd'hui sont beaucoup plus valables, d'après moi, ben, en tout cas, selon toute vraisemblance. Quoi qu'il peut y avoir encore des choses cachées, là, mais je pense que généralement, à partir des années plus modernes, c'est ça, il y a eu des... Ouais. Mais c'est des combats encore aujourd'hui, puis même quand on gagne parfois en Cour suprême ou ailleurs, les cas de l'été dernier, les Mi'kmaq qui pêchaient le crabe, l'homard, ont un jugement dans les mains de la Cour suprême, le jugement Marshall 1999 également, qui leur garantit des droits importants en matière de pêche, puis malgré ça, ils doivent négocier à la pièce des ententes avec le gouvernement, sinon la GRC Pêche et Océan Canada, les gardes-côtes leur font du trouble. Puis encore là, c'est un conflit de ressources. Mm-hmm. Si le homard, il y avait personne qui vivait du homard dans les maritimes, il laisserait les Mi'kmaq pêcher le homard puis faire ce qu'ils veulent avec le homard. Alors, les solutions proposées, elles sont au nombre de... je vais en présenter 8. Et comme je disais, elles sont tirées là, des différents rapports dont j'ai parlé précédemment. Et puis je pense qu'elles vont se présenter dans l'ordre aussi peut-être de complexité, là. Les premières vont paraître simples et puis les suivantes vont peut-être être plus compliquées. La dernière étant l'hypothèse de Thomas Sebeok lui-même. Et puis on peut l'annoncer, puisque c'est quand même assez excitant. Il s'agit d'un clergé atomique. On appelle ça le Atomic Priesthood. Alors, on va voir de quoi il en retourne bientôt. Mais avant, passons aux solutions qui ont été rejetées. Hein? Donc, pour chacune des solutions, il y aura, je décrirai brièvement ce que c'est, puis j'essaierai de montrer en quoi c'est peut-être pas la meilleure solution. Alors, la première solution, elle a été proposée là, par Vilmos Voigt, et il s'agit d'une table de traduction disposée de manière concentrique sur des anneaux successifs qui seraient installés là, sur les pourtours du site d'enfouissement. Donc, on imagine une immense installation, un immense anneau là, qui serait là, véritablement au sol, qui serait manifestement très grand. Et puis, avec le temps, puisque de nouvelles langues sans doute apparaîtraient, on pourrait ajouter sur la circonférence extérieure les nouvelles langues, donc les nouvelles traductions. C'est comme une sorte de pierre de rosette, mais sous forme d'anneau. Et puis, puisque donc, les langues s'accumulant, les anneaux vont épaissir, ben, ça a encore l'avantage d'éloigner encore plus les gens du lieu. Mais il faudrait évidemment maintenir les traductions à jour, hein, à travers les époques. Donc, ce projet-là, il présente deux problèmes. Hein. D'abord, le dispositif de traduction doit être entretenu. Et non seulement il doit être entretenu, mais idéalement en connaissance de cause. C'est-à-dire que si on a oublié ce que ça signifie ce texte, hein, et qu'on traduit juste littéralement les mots qui se trouvent là sans bien comprendre de quoi il en retourne, ben, les traductions vont être de plus en plus éloignées ou faussées, puis pour ceux qui travaillent en traduction, vous comprendrez aisément ce que ça signifie. Hein. Traduire quelque chose qu'on comprend pas, c'est pas idéal. Ensuite, deuxième problème, le message considéré pour ce dispositif, il est de type verbal seulement. On a déjà dit que c'était pas idéal.
Hein? Donc, c'est pas tout à fait vrai qu'il est seulement verbal, puisque en fait, le cercle de traduction, le fameux anneau, autour du site, il représente aussi une marque indexicale ou indicielle élémentaire. Hein? Il est vraiment disposé là où les déchets sont enfouis, pardon. Et donc, de ce point de vue-là, on a un code bimodal, si on veut, là, qui est à la fois indexical ou indiciel, les deux mots réfèrent au même mode, et symbolique, là, langagier. Bon, c'est pas la solution retenue. La deuxième solution, elle a été proposée par Philippe Sontag, et elle est un peu hallucinée, mais moins que d'autres, on va voir. Alors, Sontag propose qu'un satellite, une lune artificielle, soit mis en orbite autour de la Terre. Et ce satellite aurait pour tâche de communiquer des informations nécessaires concernant les matières nucléaires et évidemment les dangers qui sont associés à ça. Bon, cette solution-là, elle a passé à l'histoire parce que Sontag, il faisait partie du Task Force, mais elle a été bien vite rejetée, puisque évidemment rien n'indique qu'on saurait capter les signaux du satellite dans l'avenir, et pas seulement les capter, mais peut-être les interpréter aussi. Et puis, peut-être qu'on serait même pas en mesure de savoir qu'il y a un satellite artificiel, ou que, disons, la Lune qui est là, elle est artificielle. Déjà, pour que ça soit visible à l'œil nu, il faudrait que ce soit un sacré gros satellite. Bref, c'est pas une très bonne solution. C'est quand même drôle, tu t'imagines des sociétés comme de l'avenir qui sont comme revenues à l'état un peu primitif, qui vénèrent justement comme cet astre-là qui est spécial. Là. C'est ça, ils le vénèrent, mais ils savent pas pourquoi. Hein. Donc, ça aide absolument pas à les maintenir à distance des sites d'enfouissement de déchets nucléaires. Mais c'est une solution qui frôle la science-fiction, et puis on va voir que la prochaine aussi relève pas mal de la science-fiction, non seulement en raison de ce qu'elle est, mais aussi en raison de qui l'a formulée. Il s'agit donc de Stanislas Lem. Alors, Stanislas Lem, lui, propose que l'information associée au site et aux matières radioactives soit stockée suivant une méthode encore inexistante de codification dite biomathématique de l'ADN dans ce qu'il appelle des fleurs informationnelles en proximité des sites de stockage. Et ces plantes-là pourraient s'auto-reproduire et donc reproduiraient avec elles le message qu'elles contiennent. Ça paraît farfelu, mais en fait, il y a pas mal d'études actuellement qui travaillent sur ce genre de codification biomathématique là, dans l'ADN. En computer science, ou genre à l'interférence, ou à la convergence plutôt des computer science puis de la biologie, on est en train de considérer le code génétique comme un support de stockage informatique de plus en plus. Alors bon, à l'époque, en 84, ça n'existait pas. Ça n'a pas empêché Lem de l'imaginer, ce qui est quand même impressionnant. Assez visionnaire, ouais. Quand même, ouais. Mais bon, il faut quand même se demander, après tout, quelles connaissances on pourrait avoir de ces fleurs-là dans 10 000 ans. Hein? Comment est-ce qu'on saurait qu'il faut les décoder? Pourquoi ces fleurs-là plutôt que d'autres? Et comment est-ce qu'on s'y prendrait pour les décoder, pour les interpréter? Hein? Autrement dit, ce marqueur-là peut aussi se perdre. Dans la nature, dans ce cas-ci, littéralement. Rien n'indique qu'on pourrait décoder et interpréter correctement l'ADN de ces fleurs-là dans le futur. Et puis même, la connaissance de l'ADN pourrait être perdue. C'est pas parce qu'on connaît une chose aujourd'hui que c'est sûr qu'on va la connaître dans le futur. Donc, cette solution-là, c'est pas la meilleure non plus. Quatrième solution, elle a été proposée par Françoise Bastide et Paolo Fabri. Bastide et Fabri proposent de créer, et là c'est la solution qui fait souvent rire le plus, créer une race de chats mutants, radiants, donc électroluminescents si on veut, ou bioluminescents plutôt, et aussi, j'expliquerai ça après, un répertoire musical plein de vers d'oreilles, donc des mélodies accrocheuses. Alors, il y a deux choses là dans cette solution-là. Premièrement, ça implique que des chats soient modifiés génétiquement pour devenir phosphorescents ou radiants en présence de radioactivité. Autrement dit, s'il y a de la radiotoxicité dans le coin, les chats vont devenir, lumineux. Et puis donc, ces chats serviront en quelque sorte d'instrument d'alerte, une sorte de compteur Geiger, je ne sais pas si on dit Geiger ou GGG. L'instrument qui sert à mesurer la radioactivité.
Bon, autrement dit, on ferait des chats un tel instrument. Okay? Ils seraient biologisés. Et donc, au-delà d'un certain seuil de radioactivité à déterminer, là, celui qui est dangereux pour les humains, on indiquerait la présence d'un danger par l'entremise donc d'un phénomène étonnant, le changement de couleur. Alors, c'est assez étonnant, mais problème, hein, il n'y a rien qui nous indique que nous serions aptes, capables d'interpréter ce phénomène-là. Hein, le phénomène, un chat change subitement de couleur. On peut pas, rien ne nous indique qu'on peut l'interpréter correctement. Cette solution-là, elle implique aussi donc d'investir le folklore, la culture. Hein. C'est la deuxième partie de la solution. Il faudrait y introduire des éléments qui pourraient influencer durablement le contexte d'interprétation. Et ça devrait nous permettre de réagir correctement si un tel phénomène devait survenir. Alors, par exemple, c'est ce que proposent les deux chercheurs, là, une comptine qui serait très accrocheuse, à laquelle tous les enfants seraient exposés dès la maternelle, par exemple, et à la petite école, hein, et qui comprendrait un message sur le comportement approprié à adopter en de tels cas. Imaginons là, une comptine, je sais pas. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont imaginé. Peut-être que je pourrais te donner le lien, tu pourras passer ça dans ton émission. Il y a des gens qui se sont amusés à en composer une. Hein. Donc, quelque chose comme si tu vois un chat vert fluo, sauve-toi. Si tu vois un chat vert fluo, va pas vers lui, il est pas beau. Sauve-toi, appelle ta famille, prends tes jambes à ton cou, c'est vraiment dangereux, etc., etc. Tu vois le genre. Mais il faudrait que ce soit rythmé et joyeux. Bon. Mais évidemment, bon, là, il y a deux problèmes. D'abord, un problème d'éthique animale. Bon, des fois, les humains se bordent pas trop de ça. Mais un problème d'éthique animale néanmoins. Hein, de quel droit pouvons-nous modifier génétiquement une espèce pour créer une race instrumentale comme ça? Hein? Et puis, d'autre part, comment s'assurer que les populations de cette race de chats ne migrent pas loin des centres de stockage dont ils sont censés être les gardiens? Les chats, après tout, ils pourraient très bien se dire moi, j'ai pas envie de vivre ici, je m'en vais. Ou bien, tiens, je sens les effets de la radioactivité, c'est pas bon pour moi, pour ma survie, la survie de mes communs, je vais m'en aller ailleurs. Bon. Évidemment, le chat se formule les choses de façon aussi rationnelle que moi. Hein. Mais il y a aussi le problème que ces chats-là vont se reproduire probablement avec des chats qui n'ont pas aussi ces gènes-là. Fait que tu vas comme investir le code génétique excitant des chats, de cette espèce de modification-là que tu as faite. Puis ça, c'est une question bioéthique quand même assez importante. Et ça, et puis ça pourrait aussi diluer justement l'importance de la bioluminescence qui était vraiment le marqueur qu'on voulait vraiment exacerber là, en modifiant leur code génétique. Donc, c'est pas idéal. Aussi, il n'y a rien qui garantit la pérennité ou l'efficacité dans le temps des éléments folkloriques. Hein, qui doivent rappeler la menace associée à un changement de couleur des chats. Puisque, évidemment, les dynamiques culturelles comportent, elles aussi, leur part d'indétermination, hein, d'entropie, de dégradation avec le temps. Donc, il n'y a rien qui nous dit que ces comptines-là vont perdurer, ou bien qu'elles vont continuer d'être interprétées correctement.